C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième webinaire. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'art des bonnes consultations. Mon nom est le Dr Patrice Dagenet. Je suis aujourd'hui en compagnie de M. Éric Pelletier et voici ce que nous allons couvrir pour vous aujourd'hui. Les caractéristiques d'une bonne consultation, les facteurs à considérer lors d'une consultation pour bien guider vos patients et quelques trucs essentiels pour répondre aux objections. Nous allons parler de communication, ses facettes et son importance lors d'une consultation, ainsi que 5 suggestions à mettre en application dès lundi matin. Pourquoi se pencher sur un tel sujet? Eh bien, simplement parce que mon expérience avec les années m'a permis de travailler avec de nombreux d'entre vous et d'observer les techniques et méthodes que chacun utilise lors des consultations. Et suite à vos demandes, suite aux résultats décevants que certains obtenaient, il m'a été demandé de faire le point. Alors, c'est ce que nous allons tenter de faire avec vous, pour vous, aujourd'hui. Nous savons pertinemment que dans la mission d'un professionnel, nous avons le principal devoir d'informer, d'éduquer et d'offrir des solutions. Alors, rappelons-nous que les patients, malgré ce que parfois on peut penser, ils sont intéressés à connaître leur état de santé bucco-dentaire. Rappelez-vous également que les patients sont intéressés à connaître les solutions possibles pour faire un choix éclairé. Il devient donc important, et c'est ce que je suggère en toute humilité aux professionnels avec qui je travaille, d'avoir une mission dans leur cabinet, une mission d'entreprise, et que celle-ci soit partagée avec le personnel dans le cas où vous travailleriez non pas en solo, mais avec une équipe. Donc, une mission claire vous permettra ensuite d'avoir un discours qui est limpide et qui est très convaincant pour les patients. Toujours en parlant de cette mission, il est bon de se demander dans notre entreprise quel est le but et la philosophie de ma consultation. Quel est votre positionnement? Quelle est votre clientèle cible? Est-ce que vous désirez être le denturologiste de tout le monde ou est-ce que vous avez pris et fait certains choix dans cette optique? Est-ce que vous avez une attitude enthousiaste lorsque vous rencontrez vos patients? Quelle est mon attitude? Est-ce que vous croyez à ce que vous offrez? Parce que je l'ai déjà vu, on voit cette situation à maintes reprises. Certains professionnels vont offrir des traitements, vont parler de certaines options, mais on sent dans la communication et dans le non-verbal même qu'ils ne croient pas totalement à ce qu'ils proposent, notamment lorsqu'on vient à parler d'implantologie. Alors, très important de se poser la question, faire un petit peu d'introspection en termes de quelle est l'attitude face à ce que j'offre. Et si vos réponses ne vous satisfont pas, eh bien, il serait important de voir à corriger la situation. Voyons maintenant quelques points très importants à discuter. Le but de la consultation. Quel est le but? Alors, on l'a vu tout à l'heure, on a une mission d'informer, d'éduquer et d'offrir des solutions. Mais comment allons-nous s'y prendre? Très important d'écouter pour bien comprendre. En effet, plusieurs professionnels ont tendance à avoir beaucoup de jasettes techniques et de parler plus que le patient. Alors, en parlant continuellement, on ne peut pas bien écouter et on ne peut pas bien comprendre non plus les attentes et les objectifs des patients. On doit également manifester de l'empathie. Cette empathie-là, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, va accroître la confiance du patient envers vous et ensuite permettre à celui-ci de vraiment dévoiler la raison pour laquelle il est dans votre cabinet et la raison pour laquelle il vous a choisi pour potentiellement lui rendre des soins. Il faut être également en mesure de responsabiliser le patient. Le patient a en général un problème lorsqu'il vient vous voir. Ce problème-là, il faut être capable d'amener le patient à réaliser qu'il est responsable, qu'il en est le détenteur, qu'il en est le propriétaire. Ce n'est pas votre problème à vous, mais vous êtes là par contre pour essayer de régler la situation. Et c'est ce que vous allez tenter de faire tout au long de l'intervention. Quel est maintenant donc informer et présenter un plan de traitement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelle est mon attitude face à ce que j'offre? Comme on disait tout à l'heure,
Est-ce que je suis à l'aise dans mon approche verbale et non verbale? En effet, lors d'une consultation, on parle et on discute avec le patient, avec des mots, bien entendu, mais il y a tout un aspect qui est de l'ordre du non-verbal. Alors, est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens décontracté? Est-ce que le patient sera également réceptif à ce qu'on lui dit? Vous pourriez demander à ce niveau-là, certains le font, de faire des consultations fictives avec d'autres collègues, ou encore certains vont vraiment préconiser de se pratiquer à la maison, de se regarder même dans le miroir pour essayer d'analyser leur posture, analyser la façon dont ils présentent leurs approches. Donc ça, c'est un aspect intéressant et tout le monde n'est pas à l'aise de la même façon. Donc, encore une fois, un peu d'introspection. Et si votre approche ne semble pas à la hauteur, c'est important de faire les petits ajustements pour maximiser votre potentiel. Est-ce que je suis convaincu des traitements proposés? Et quand je parle de convaincu, je ne parle pas nécessairement de vouloir convaincre à tout prix de façon péjorative le patient, mais on s'entend que un professionnel qui croit réellement en ce qu'il offre, qui est convaincu que ce qu'il offre est bénéfique pour le patient, qui a des bénéfices réels, cette information-là va être bien transmise au patient et celui-ci pourra nécessairement être réceptif. Donc, si vous n'êtes pas convaincu des traitements proposés, il serait important de revoir peut-être soit la mission de l'entreprise ou encore de prendre les moyens nécessaires pour aller retoucher aux petits détails qui font que vous ne croyez pas à certains traitements. Est-ce que je suis prêt à faire face aux objections? On le voit souvent. En implantologie particulièrement, les patients vont s'objecter aux propositions pour diverses raisons, que ce soit le côté monétaire, que ce soit la peur, que ce soit une expérience passée antérieure qui a été négative, même si ça fait 20 ans, 30 ans, parfois les patients vont s'objecter à ces solutions de traitement, mais il faut se rappeler que si tout de suite vous acquiescez avec le patient et que vous n'avez pas de discours pour faire face à ces objections-là, eh bien évidemment que des traitements implantologiques, vous en ferez pas beaucoup. Donc, on va voir un petit peu plus tard également comment faire face à ces objections, mais en premier lieu, il faut se demander, est-ce que je suis prêt à faire face à celles-ci? Une des façons de faire face aux objections, entre autres, et de proposer des plans de traitement qui vont être en lien avec ça ou qui vont nous aider à être fluides dans ce qu'on présente, est-ce que je maîtrise mon sujet? Donc, lorsque vous proposez à un patient, encore une fois, je reviens toujours à l'implantologie puisque c'est le sujet de l'heure maintenant dans notre webinaire, beaucoup d'aspects techniques sont couverts et les professionnels sont parfois un petit peu, pas confus, mais tout le monde ne maîtrise pas nécessairement tous les aspects de l'implantologie. Alors, ces côtés-là, est-ce que vous allez chercher l'information qu'il faut pour bien maîtriser ces composantes-là du discours, ces composantes-là des traitements? Il existe plusieurs formations, que ce soit techniques, plusieurs formations au niveau de la communication qui peuvent largement aider à ce sujet-là. Maintenant, il est toujours bon de garder les choses en perspective. Le but de l'intervention, entre autres d'aujourd'hui, c'est de vous amener à réfléchir, à savoir, lorsque le patient se présente à vous, il vous fait l'honneur de se présenter dans votre bureau, est-ce que c'est ce que vous voyez? Est-ce que vous ne voyez qu'une arcade? Alors moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de voir la personne dans son ensemble et donc de traiter l'humain avant le cas. Lorsqu'on traite l'humain avant le cas, on a des résultats assurés. People don't know how much you care until they care how much you know. Facteurs à considérer lors de la consultation. L'âge du patient, l'état de santé, ses désirs, ses attentes, la capacité à l'entretien du traitement que vous allez proposer. Également, les dispositions biologiques, donc l'anatomie du patient. Vous êtes capable de déterminer un certain nombre d'informations, dont le volume osseux qui est disponible, les forces de mastication, l'occlusion antagoniste, forme de l'arcane.
tout ça, nous allons les passer en revue. L'âge du patient, est-ce que ça a une influence sur le plan de traitement? En réalité, certains vont dire oui, d'autres non. J'aimerais entendre l'avis du groupe. Moi, ce que je peux vous dire d'expérience, c'est que l'âge du patient n'a pas vraiment d'influence sur le plan de traitement. On va parler davantage d'une question de santé. Et on voit dans notre pratique des patients qui sont plus âgés que d'autres et qui sont en bien meilleure santé que d'autres, qui ont un bilan médical beaucoup plus léger, alors que, par exemple, un patient de 56 ans peut avoir un bilan assez lourd qui va même nous mettre parfois quelques bâtons dans les roues au niveau d'un traitement en implantologie. Alors, ce n'est pas une question d'âge. D'ailleurs, notre doyen a, si je ne m'abuse, 94 ans. Évidemment que certains individus sont dans une forme extraordinaire et le demeurent jusqu'à un âge très avancé. Donc, c'est beaucoup plus important de se pencher sur l'état de santé du patient plutôt que de penser uniquement à son âge. Cet état de santé-là, ce qu'on voit revenir souvent dans les questionnaires médicaux, évidemment l'ostéoporose, qui est si on veut, un état qu'on voit souvent chez les patients, et conséquemment, les patients prennent des biophosphonates oraux, une classe de médicaments qui va être utilisée pour essayer de contrer ou d'aider la situation de l'ostéoporose. Le tabagisme également, la prise d'anticoagulants oraux et le diabète. Maintenant, une petite parenthèse sur la prise des biophosphonates oraux. Cette classe de médicaments qui a été à l'origine source de discorde ou en fait qui a fait couler beaucoup d'encre il y a plusieurs années puisque ces médicaments-là étaient pris pour traiter le cancer. Et à ce moment-là, pour ce traitement-là, c'était injecté de façon intraveineuse à des doses massives. Plus tard, on s'est rendu compte que ces patients-là avaient eu des manifestations cliniques, dont des nécroses spontanées au niveau buccal, donc des régions qui s'exposaient littéralement comme si la gencive, ou lors, suite à une intervention mineure, la gencive ne voulait pas se refermer et qu'on avait une altération de la guérison qui était très, très difficile à traiter. Donc, à partir de là, il y a eu une espèce de corrélation qui s'est faite avec maintenant les patients qui prennent ces mêmes biophosphonates pour l'ostéoporose. Mais la grosse différence, c'est que la dose est complètement différente et ceux qui prennent le médicament pour l'ostéoporose le prennent de façon orale. Donc, on ne parle plus de la même dose et on ne parle plus de la même voie d'ingestion de ce médicament-là. Mais pourtant, la corrélation s'est faite. Alors, on s'est dit, ceux qui prennent des médicaments pour l'ostéoporose ne sont peut-être pas de bons candidats à l'implantologie puisqu'ils sont à risque d'ostéonécrose spontanée. Alors, encore une fois, la lumière a été faite là-dessus et en 2015, on peut maintenant affirmer que les patients prenant les biophosphonates demeurent quand même de bons candidats pour l'implantologie. Et il y a quelques petits tests spécifiques qu'on peut faire qui impliquent une prise sanguine au niveau du patient et qui peut nous permettre de mesurer une certaine variable au niveau du sang, une certaine molécule qui va nous indiquer si le patient est à risque ou non pour une intervention chirurgicale. Donc, ces patients demeurent de bons candidats. Le tabagisme, évidemment, très répandu encore malheureusement, moins que c'était dans les années antérieures, mais le tabagisme n'est pas une contre-indication absolue à un traitement en implantologie. Donc, de ne pas rayer de la carte ces patients que vous allez rencontrer qui affirment qu'ils fument quotidiennement. Alors, évidemment qu'on encourage les gens à diminuer, voire cesser, puisque l'effet du tabagisme diminue la vascularisation sanguine au niveau buccal et c'est un petit peu à contre-courant lorsqu'on vise à entreprendre une intervention chirurgicale qui implique donc une guérison et donc on va à contre-courant si le tabagisme n'est pas cessé. La prise d'anticoagulants oraux aussi, on le voit souvent. Les gens font quelconque accident, pas accident cérébrovasculaire ou une affectation au niveau du cœur. Ils prennent de l'aspirine, ils peuvent prendre des anticoagulants beaucoup plus puissants également. Il y a des façons définitivement de contourner cette prise d'anticoagulants oraux. Et donc, en conclusion, ces patients non plus ne sont pas à rayer de la carte. Ils sont des candidats pour l'implantologie. Et au niveau du diabète, très répandu encore une fois,
demeurent de bons candidats, à moins que celui-ci, que le diabète ne soit pas contrôlé. Mais évidemment, si le diabète n'est pas contrôlé, l'important serait dans un premier lieu de ne pas se concentrer sur une intervention en implantologie, mais bien de s'assurer que ce diabète soit contrôlé. Donc, une petite visite chez le médecin s'impose. Les désirs et les attentes du patient. Tel que mentionné tout à l'heure, pour cerner ces désirs et les attentes, il faut savoir écouter. Et pour écouter, il ne faut pas trop parler. Hein? Juste un petit rappel. Alors, très important de ramener les patients à des attentes réalistes parce qu'une fois qu'on a entendu ce que les patients désirent et une fois qu'on a observé en bouche et qu'on a compris à qui on avait affaire, mais parfois ces désirs-là et finalement les attentes ne correspondent pas. Alors, c'est très important d'être clair et bien focusé sur ce que le traitement peut permettre au patient et ne pas créer des attentes irréalistes. Parce qu'un patient qui se fait promettre certaines choses, comme par exemple une prothèse sur implant qui sera pratiquement imperméable à l'infiltration de nourriture, si on fait miroiter ce genre d'attente-là, eh bien, il faut s'attendre à devoir livrer la marchandise, sans quoi on aura un patient qui va être déçu. Donc, attente bien établie pour des patients, des praticiens heureux, ça crée une relation durable à long terme. Il faut se pencher aussi sur les capacités à l'entretien. Les patients n'ont pas tous le même désir de procéder à un entretien minutieux au quotidien. D'expérience, certains vont même nous le dire d'emblée, qui ne veulent pas passer plus que 10 minutes par jour, par exemple, à nettoyer les implants qu'ils auraient ou qu'ils ont dans leur bouche. Alors, le plan de traitement doit être fait en sorte qu'il réponde à cette demande-là. Certains vont être limités par leurs habiletés manuelles. Donc, que ce soit la coordination ou les tremblements, on peut parler de Parkinson, évidemment, qu'on voit chez les patients un petit peu plus âgés. Évidemment que si on leur propose un plan de traitement très complexe à maintenir au niveau de l'entretien à la maison, on risque d'avoir des problèmes au niveau de l'hygiène et ensuite guérison des tissus, etc., etc. Donc, très important, encore une fois, de prendre tout ça en compte avant de proposer un plan de traitement définitif. L'arthrose peut également être limitant pour certains patients. Maintenant, la démence est un point aussi qu'on voit sur les questionnaires médicaux et des gens qu'on rencontre. Ces patients-là vont généralement être accompagnés de quelqu'un et à la maison ou en résidence vont avoir une auxiliaire qui va s'occuper de leurs besoins et, entre autres, s'occuper de leur entretien buccal ou de leur hygiène buccale. Donc, il est évident, je crois qu'il est un peu utopique de croire que si un auxiliaire s'occupe d'un ou de plusieurs patients au niveau d'une résidence, qui vont pouvoir vraiment être très, très, très assidus tout le temps. Alors, encore une fois, l'importance de garder parfois les plans de traitement un peu plus simples. Et tout ça se fait, évidemment, avec une consultation bien étoffée. La volonté, ce que je disais tout à l'heure, c'est que certains n'ont pas cette volonté, n'ont pas ce désir de passer beaucoup de temps en bouche. Mais bien heureusement, la plupart sont prêts à faire ce qu'il faut, surtout lorsqu'ils investissent dans un traitement comme une prothèse sur implant. Par chance, toutes ces techniques d'entretien s'enseignent. Évidemment, il faut prendre le temps de montrer, non seulement de le dire en mots, mais il faut le montrer, miroir à l'appui, et de s'assurer que denturologistes et dentistes sont sur la même ligne, à savoir qu'on a un discours similaire pour faire en sorte que notre patient a une technique et une motivation pour le faire qui perdure avec les années. Dans les dispositions biologiques à observer, j'encourage souvent les praticiens avec qui je travaille à procéder lors de leur examen à un examen intrabuccal, évidemment, une palpation. Alors, chez les dentés complets, on va être capable de décerner plusieurs aspects intéressants. La hauteur et la largeur osseuse disponibles, par exemple. On peut le faire facilement en prenant entre le pouce et l'index, le dessous du menton, le dessus de la crête. On va avoir une bonne idée de la hauteur disponible pour travailler. Est-ce que le nerf est en surface de la crête? Est-ce que lorsque vous appuyez, vous mettez la pression
au niveau de la sortie du nerf mentonnier? Est-ce qu'on a un choc électrique qui est ressenti par le patient? Alors, encore une fois, ça c'est un point très intéressant pour faire prendre connaissance, pour faire prendre conscience au patient qu'une prothèse, même si elle est sur implant, s'il y a encore beaucoup de contact entre la prothèse et la gencive, qu'on risque de ne peut-être pas répondre aux attentes de ce patient-là. La hauteur du plancher buccal peut être également facilement déterminée à la palpation et la taille, la force de la langue, bon, visuellement et à la palpation, sera également facile à déterminer. Alors, en plus de déceler toutes ces caractéristiques, je crois que la palpation intrabuccale amène une certaine importance, une certaine notoriété à votre examen. Donc, je l'encourage fortement. Et qui plus est, la palpation extra-orale également. Donc, la palpation extra-orale, on le voit un petit peu plus rarement. Ce n'est pas tout le monde qui procède à cet examen. Mais encore une fois, je l'encourage fortement parce que vous pouvez facilement obtenir de l'information. Les masséters, les muscles à l'angle de la mandibule, est-ce qu'ils sont hypertrophiés? Est-ce qu'ils sont très puissants? Qui pourraient suggérer, par exemple, un patient qui serre les dents de façon compulsive et répétée? Est-ce que si on descend vers le cou, est-ce qu'on peut palper des ganglions qui pourraient être signe d'une affection sous-jacente? Au niveau de l'articulation temporomandibulaire, est-ce qu'on a des craquements? Est-ce qu'on a un crépitement? Est-ce qu'on a de la douleur? Alors, ça vient compléter un examen vraiment bien étoffé. Et encore une fois, ça indique à votre patient que vous êtes professionnel et que vous désirez, en plus de proposer des solutions, vous désirez vraiment trouver tous les éléments qui vont faire que le plan de traitement qui sera mis en place va être en ligne directe avec les attentes du patient. Les parafonctions, patients qui font du bruxisme, par exemple, vont avoir des facettes d'usure, que ce soit au niveau des prothèses ou des dents naturelles. Ce sont des aspects qui sont faciles à déterminer. Et est-ce que l'occlusion antagoniste, est-ce que ce sont des dents naturelles ou est-ce que ce sont des prothèses? Alors, encore une fois, des points importants à considérer lors de l'élaboration du plan de traitement. Le discours financier, point très intéressant. Je crois que le discours financier, parler d'argent avec les patients, c'est un des points qui énerve le plus les professionnels. C'est un point qui les met le plus mal à l'aise. C'est définitivement, à mon avis, le plus grand obstacle observé dans le discours des professionnels. Alors, encore une fois, il faut se doter d'outils pour faire face aux objections financières. Lorsque le patient va vous dire « Oui, mais c'est trop cher », est-ce qu'on a ce qu'il faut pour répondre adéquatement? Ou est-ce qu'on va tout de suite retraiter et se dire « Bon, ben, vous avez raison, finalement, c'est beaucoup trop cher, donc passons à un autre traitement ». Il y a des façons de répondre, il y a des moyens pour faire en sorte que nos patients puissent avoir accès à ces traitements qui impliquent effectivement un plus grand investissement. Rappelez-vous également que seulement 30% des gens magasinent vraiment un prix et que 95% des objections au sujet du prix en déguisent une autre, telle que citée par M. Eck-Pelletier. Alors, encore une fois, le discours financier, je crois que ce qu'on voit souvent, c'est que le professionnel même n'est pas à l'aise avec le coût impliqué du traitement. Alors, il va de soi que si le professionnel qui propose un traitement n'est même pas lui-même à l'aise avec l'investissement que ça implique, vous ne pourrez pas transmettre l'information de façon crédible à votre patient et ainsi, le patient n'aura pas tendance à conclure le traitement avec vous. Alors, très important de se poser la question, est-ce que je suis à l'aise avec les prix qui sont affichés et avec les prix que je propose à mes patients? Si ce n'est pas le cas, introspection. Éric, si tu le veux bien, j'aimerais te laisser la parole un instant pour que tu nous parles un petit peu de répondre aux objections. Oui, effectivement, Patrice, pardon. Même si les objections font toujours partie des consultations, il y en aura toujours. En fait, ce qu'il faut comprendre, comme tu le mentionnais, Patrice, que 95% des objections en déguisent une autre, et davantage sur le prix. Comme tu mentionnais, même s'il y a 30% des gens qui magasinent un prix, il y a quand même 70% des gens qui vont émettre une objection et qui en déguisent une autre, et c'est l'habilité des professionnels à aller chercher cette information-là qui va faire la différence. Petit point important et intéressant, c'est que lorsqu'un patient
vous dit qu'une objection majeure, exemple comme le prix, dites-vous que c'est la seule façon pour le patient de garder un certain pouvoir dans la consultation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas remettre en doute les produits, votre façon de travailler, les produits utilisés, les façons que vous abordez le tout. C'est très difficile pour lui parce qu'il ne connaît rien de ça, surtout si vous le voyez une fois aux 5-7 ans ou plus. Donc, la seule façon de garder le pouvoir, c'est de vous dire, exemple, c'est trop cher ou le prix est trop dispendieux ou peu importe. Et souvent, ben, c'est là qu'on perd nos armes. Donc, il y a 4 étapes, en fait, sur laquelle vous pouvez travailler pour répondre aux objections. On va les regarder les 4 ensemble, Patrice, si tu veux bien. La première, c'est l'empathie. Dès qu'il y a une objection, la première chose qu'il faut faire, en fait, essayez de vous imaginer que le patient lève un bouclier entre vous et lui. Donc, il dit, j'ai une objection, je me protège comme patient. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est d'abaisser ce bouclier-là pour avoir une conversation. Donc, l'empathie, c'est dire au patient, exemple, si on parle de prix comme objection, je vous comprends, c'est habituellement un bon investissement. Aussi simple que ça. Donc, ça fait baisser les armes du patient et il est prêt à écouter un peu plus. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a baissé les armes, c'est une figure de style, naturellement, la deuxième étape, Patrice, si tu veux bien, ça va être de clarifier. Je suis curieux ou je suis curieuse, monsieur le patient, madame la patiente, c'est quoi vous voulez me dire par c'est trop cher? Ben, vous savez, monsieur le denturo, madame la denturologiste, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un gros investissement, exemple, un 0,4 sur un cas d'implant 0,4, et c'est trop dispendieux pour moi en un seul coup pour donner tout cet argent-là. J'ai pas les moyens à l'heure actuelle de donner tout cet investissement-là en un petit peu de temps. Donc, et là, on va aller chercher c'est peut-être une des clarifications, il y en a peut-être d'autres, mais ça risque peut-être souvent d'avoir ce genre de réponse-là de vos patients. Donc, une fois qu'on a clarifié, puis qu'on a résumé, on a simplifié avec le patient en disant, donc, je comprends bien, monsieur le patient, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un gros investissement à l'heure actuelle, right? C'est ça que je comprends. Le patient va vous dire oui. Ce qui nous amène à la troisième étape. Solutionner. Savez-vous qu'on pourrait, on a peut-être un petit outil pour vous, monsieur, madame la patiente. C'est un outil qui s'appelle, exemple, Dentoplan, Accéder, ainsi de suite, qui permet justement, au lieu d'avoir à dégainer un gros montant d'un court terme, de pouvoir l'échelonner. Donc ça va faciliter justement le traitement, pas le traitement, mais de payer le traitement, en fait. Donc, on trouve la solution, on le présente au patient. Et la quatrième étape, ben, c'est de conclure tout simplement. C'est de rassurer, se dire, monsieur le client, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? La solution fait-tu du sens? Oui, absolument. Je suis très à l'aise avec ça. Ah, parfait, ça m'enlève un poids de ses épaules. Je suis prêt à poursuivre la consultation. Donc, c'est les 4 étapes que je vous recommande d'utiliser. Une chose à ne pas sauter dans ces 4 étapes-là, c'est la première étape. Et aussitôt que vous tombez en mode clarification, peu importe, le patient est toujours sur la défensive. Donc, gardez toujours en tête de générer l'empathie et je pense que Patrice en a parlé depuis le début que l'empathie était hyper important. Sur ce, Patrice, je te laisse poursuivre à tes prochaines diapositives. Alors, maintenant qu'on a parlé de l'aspect, disons, plus technique de la consultation, voyons maintenant l'aspect de la communication et où elle se positionne à travers la consultation. Donc, il va de soi qu'une bonne consultation, ça implique une bonne communication. Mais d'abord, essayons de décortiquer un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans la communication. Okay? Que retrouve-t-on dans la communication? L'importance des mots. Si je vous posais la question, quelle est l'importance des mots dans la communication? On communique ensemble. Est-ce que vous auriez tendance à me dire 20%, jusqu'à 50% probablement? Bien, de façon très surprenante, seulement 7%, les mots ont 7% d'importance et ça a été démontré et quantifié, comme on le voit ici, en 1972. Donc, pour en venir à ce qu'on disait initialement, pour les professionnels qui ont une tendance à avoir la verbe très, très facile et très, très, très imposante, il faudrait peut-être revoir le tir. C'est plus important d'écouter que d'emplir notre patient d'informations et même d'informations techniques, c'est encore pire. Les patients sont souvent un petit peu mélangés, mais par contre, le discours technique rassure les professionnels. Alors, on va essayer de se tenir loin de ce discours-là et de limiter les mots que vous utilisez au niveau de la communication.
Si tu veux bien, Eric, je te retourne la parole encore une fois. Regardons certains mots d'importance capitale pour une bonne consultation. Absolument, Patrice, merci beaucoup. En fait, lorsqu'on parle justement de 7%, on reconnaît que c'est peu lorsqu'on veut communiquer un message. Par contre, les mots ont le pouvoir de peindre des images dans la tête des gens. Vous savez, les agences de communication investissent des sommes phénoménales dans l'utilisation juste des mots lorsqu'ils font de la publicité écrite. Donc, ces mots-là sont à faire attention. Les mots que je vous présente à l'écran, ce sont certains mots que j'ai vus lors de coaching, excusez le terme anglophone, mais de coaching auprès des denturologistes sur les consultations qu'ils ont. Alors, il y a des mots que je vous suggère complètement de proscrire, de remplacer tout simplement, et c'est les mots que vous allez voir à l'écran qui c'est en rouge, c'est les mots à remplacer par les mots que je vais vous suggérer. Naturellement, c'est à suggérer. Vous pouvez utiliser le vocabulaire qu'il vous plaît, qui sort le mieux de votre bouche, en fait. Le premier terme, c'est signer. Signer est un terme engageant, lourd. On associe souvent le terme signer avec un avocat. Donc, on va essayer de remplacer ce terme-là par autoriser et approuver. Encore une fois, vous pouvez utiliser d'autres termes, mais c'est des termes qui sont beaucoup plus légers pour le patient. Trop cher. Et je l'ai entendu trop souvent, ce terme-là. Trop cher, ce que ça dit au client, c'est vous dépensez votre argent inutilement. Et c'est pas ça que vous voulez dire, en fait. Ce que vous voulez dire, c'est que le produit ou la solution que vous offrez a une valeur ajoutée. C'est juste différent. Il y a un plus dans ce que vous avez, de ce que vous proposez. Donc, évitez de dire, j'ai une solution qui est trop chère pour vous ou, à l'inverse, moins cher. Lorsque je dis moins cher égale cheap, c'est ce qu'on a en tête. Remplacez ça par, j'ai une solution plus économique à vous proposer. C'est très différent et beaucoup plus accueillant pour le patient. Autre terme, le prix. Le mot prix égale magasinage pour les patients. Allez-y avec investissement, montant. Donc, le traitement qu'on vous propose, c'est un montant de temps, un investissement de temps. Ce terme-là, c'est pas nécessairement les denturologistes qui vont l'utiliser, mais les réceptionnistes, les dames, à part du temps, ou les messieurs qui sont au secrétariat, qui vont utiliser ce terme-là avec les patients. Donc, à proscrire. Rendez-vous. On peut-tu rendre le terme plus simple, plus léger? Rendez-vous, en fait, ça fait contraignant souvent. Ça fait un peu, je dois éliminer des activités que j'aime pour prendre un rendez-vous qui est plus, pas austère, mais vous comprenez un peu le principe. Remplacez le terme rendez-vous par visite ou rencontre. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus amical. Contrat. Bon, vous allez me dire, Eric, on n'utilise pas ça souvent, mais figurez-vous donc que je l'ai entendu. On s'entend que contrat puis signé, ça égale pas mal l'avocat. Hein? Fait qu'on se contente de remplacer ça, un contrat, par une entente. Si jamais, encore une fois, les gens qui réceptionnistes, ils sont à l'accueil, c'est des termes que j'ai entendus là qui peuvent être remplacés. Problème. Le terme problème, si vous dites à quelqu'un, un patient, que vous avez un problème, dans la tête du patient, c'est es-tu capable, as-tu les compétences de solutionner le problème? Donc, remplacez ça par le terme, j'ai un défi. Ah, on regarde dans votre bouche, on a peut-être un défi avec ça, on va voir comment on peut solutionner le problème. Non, c'est une joke. On va voir comment on peut solutionner le cas. Conseil. Pour certains profils de personnalité, puis je pense que Patrice va en parler, c'est qu'il y a des gens, lorsqu'on veut donner un conseil, c'est condescendant. Il y a des gens qui n'aiment pas avoir des conseils. Les gens vont préférer des suggestions. Donc, soyez très sensibles à ça. Puis je comprends, souvent les denturologistes veulent avoir assez de bonne foi, de bonne approche, de dire, ben écoutez, j'ai un conseil à vous donner. Les conseils, souvent, ça vient des mères et des pères. Quand ça vient d'autres professionnels, souvent, on prend ça avec un certain... faut prendre ça avec des gants, faire attention avec certains profils de personnalité. Autre terme, dépense. Encore là, investissement serait davantage suggéré pour remplacer ce mot-là. La facture, ça aussi, c'est contraignant. Allez-y, faire quelque chose de plus léger, une note, un paiement, peu importe le terme, encore une fois, que vous pouvez utiliser. Et le dernier mot, et non le moindre, non. Selon vous, par quoi pourra-t-on remplacer le terme non, le mot non? Ben, en fait, il n'y a rien. Vous dites jamais non. Je vous suggère de jamais dire non. Pourquoi? Parce que le patient qui se présente dans votre clinique, selon moi, c'est une opportunité en or. Il vous fait confiance, peu importe la raison. Il s'attend à ce qu'il soit aiguillé ou qu'il ait des choix, donc des options pour être dirigé. Donc, évitez toujours de dire non. Je dis souvent, c'est une insulte à l'intelligence humaine de se faire dire non sans avoir aucune option. Donc, Patrice, là-dessus, ben, je te laisse poursuivre. Donc, on vient de voir que on veut utiliser le moins de mots possible. On veut utiliser, par contre, les bons mots. Maintenant, autre aspect intéressant et important, l'expression vocale lors de vos consultations.
ça vaut 38% de la consultation. Alors, allez-y, soyez enthousiaste, soyez créatif. Le timbre, la tonalité de votre voix est importante. Ne pas sous-estimer cet aspect. Et finalement, 55% aura attrait à votre communication non verbale, que ce soit votre posture, la position de vos épaules, la façon dont vous regardez le patient. Est-ce que vous regardez le patient? Au départ, la poignée de main. Ceux qui ont eu peut-être la chance de nous suivre et d'assister à la conférence parlant Eric, rappelle-moi le sujet, le thème au niveau de la communication non verbale. Excuse-moi, Patrice, tu disais. La science qui touche à la communication non verbale. Oui, la synergologie. La synergologie. Alors, merci. Pour ceux qui ont eu l'occasion de nous suivre lors des formations en synergologie, on voit que la posture, le corps ont une importance extraordinaire et souvent, on ne se méfie pas de cet aspect-là. Donc, je vous encourage dans un premier temps, si vous n'êtes pas familier avec la synergologie, à peut-être prendre un peu d'informations là-dessus. Vous trouverez des livres intéressants. Notre formateur avait été Monsieur Christian Martineau. Il a également écrit un livre qui s'appelle Voir mentir, que je vous suggère. Et sinon, évidemment, il y a toujours Internet qui est une plateforme intéressante pour recueillir l'information. Donc, la communication non verbale, très importante. Posez-vous la question, comment vous vous sentez dans votre corps lorsque vous êtes en consultation, et s'il y a des petits points que vous visez à améliorer, pratiquez-vous. C'est pas vrai qu'on vient avec cet aspect-là de communication non verbale de façon innée. Certains ont plus de facilité que d'autres, mais je dirais que la plupart des gens ont souvent des aspects qui sont un petit peu moins, avec lesquels ils sont un peu moins à l'aise. Donc, il faut les pratiquer, que ce soit à la maison, devant votre conjoint, collègue avec qui vous avez confiance et évidemment qui saura vous donner des commentaires constructifs. Autre sujet. Est-ce qu'on demande ou non des références? Je dirais là-dessus qu'on peut avoir deux écoles de pensée. Personnellement, je suis de l'école un petit peu où on va le faire de façon délicate, mais oui, moi je n'ai pas de gêne à demander une référence, spécialement évidemment un patient qui va être enchanté par les traitements reçus. Il ne serait que logique de dire... Écoutez, monsieur, madame Boivin, si vous êtes satisfait des traitements, ça nous ferait vraiment plaisir de recevoir quiconque que vous connaissez qui aurait besoin de traitement. Alors, vous savez que nous fonctionnons beaucoup de bouche à oreille. Alors, si jamais vous entendez parler de quelqu'un, merci de nous référer. Alors, d'un autre côté, il y a une école de pensée qui n'est peut-être pas tout totalement en faveur. Éric, peut-être tu peux nous en glisser un petit mot là-dessus. Oui, effectivement. Ben, écoute, je pense qu'on va s'entendre, toi et moi, Patrice, là-dedans, que peu importe la façon d'obtenir du référencement, il y a un élément essentiel qui doit transparaître dans une clinique, c'est d'offrir une expérience hors du commun à chaque présence d'un patient. Et moi, je donnais comme analogie souvent, lorsque je vais acheter un produit, mettons, je m'en vais au magasin d'Apple puis j'achète un produit, pour le nombre de fois que je l'ai acheté, j'ai jamais entendu un préposé me dire, ben, si vous aimez notre produit, voulez-vous en parler à des proches, s'il vous plaît. En fait, la compagnie, pour nommer qu'Apple et d'autres dans le service, vont s'assurer d'offrir le maximum une expérience client hors du commun pour que d'emblée, je puisse en parler. Une chose importante, c'est Patrice, que je veux souligner, c'est que lorsqu'un patient vient de prendre une décision d'achat ou vient d'avoir quelque chose dans sa bouche, un nouveau produit, peu importe, une nouvelle prothèse, dans les 48 heures qui vont suivre cette décision d'achat-là ou le produit en tête qui est en bouche, il va en parler à ses proches. Et c'est là que l'expérience qu'on va générer dans les cours, de ce 48 heures-là avant, va être hyper important parce que le patient va en parler à tout son environnement. Donc, c'est là où moi, je fais abstraction entre demander une référence et créer la référence. Excellent. Maintenant, le seul point où je voulais rajouter un petit bémol, c'est que nous ne sommes pas dans la vente de produits tangibles, mais plutôt dans le service.
Bon, mais ceci dit, je suis totalement d'accord avec le fait que le but ultime, c'est de créer une expérience patient hors du commun. Donc, à vous de voir avec quoi vous êtes à l'aise, si vous décidez de demander ou non des références ou simplement d'utiliser un format peut-être papier, des pamphlets, sans nécessairement aborder le sujet de façon verbale si vous n'êtes pas à l'aise, mais simplement posez-vous la question et adhérez à ce qui vous semble logique dans votre pratique. Alors, on avait parlé de 5 suggestions. Voyons donc la première. Lors des consultations, écoutez davantage, bien sûr. Écoutez pour mieux comprendre. On se rappelle au début, on évite les distractions, que ce soit le cellulaire, qui soit sur mode vibration, c'est pas important. Ne soyez pas distrait. Le cellulaire n'entre pas dans la salle de consultation et de grâce, avisez les gens qui vous entourent, que ce soit votre personnel ou autres collègues si vous travaillez à plusieurs, de ne pas vous déranger lors d'une consultation. Ne sous-estimez pas l'effet néfaste qu'une distraction peut avoir au niveau du patient. Vous seriez surpris et ça ne paraît pas toujours lorsque le patient est déçu. Mais une première chose que vous savez, c'est qu'ils ne reviennent pas. Parfois, on se demande pourquoi. Ça peut être des détails aussi simples que ça. Apprivoiser les silences. Évidemment, dans une conversation, dans une consultation, c'est un échange dans lequel, je le rappelle encore une fois, nous allons écouter plus que parler, idéalement. Il va y avoir des moments de silence. Et je vous le dis tout de suite, la plupart des gens sont mal à l'aise avec le silence. Essayez de l'apprivoiser. Lorsqu'un moment de silence survient, de grâce, ne brisez pas ce silence-là. Laissez le patient revenir à la charge. Laissez-le réfléchir et essayez d'interpréter ou enfin, essayez de comprendre ce silence pour mieux y faire face après et essayer encore une fois d'aller chercher le patient, comme disait Eric tout à l'heure, et de vraiment manifester de l'empathie par rapport à ses interrogations ou à ses craintes. Deuxième suggestion, ça va de soi, vous me direz, soignez votre présentation. Mais encore une fois, si on en parle, c'est parce que malheureusement, on le voit trop fréquemment. Présentation selon ce que vous désirez projeter. Est-ce que vous désirez projeter une attitude, pas une attitude, mais une présentation plus informelle, plus formelle, cravate, chemise, peu importe. Soyez à l'aise dans cette présentation, soyez en ligne avec la mission de votre entreprise. Des vêtements propres, parfois, à cause du travail de laboratoire que vous exécutez, il est facile de tacher un vêtement ou d'avoir un peu de pierre ou de plâtre et on ne s'en aperçoit pas nécessairement. Alors, imaginez que le patient qui vient vous voir pour la première fois, ne vous a jamais rencontré, vous rencontre avec des vêtements qui ne sont pas impeccables. Ça ne laisse pas une bonne première impression et dans un monde où il y a beaucoup de compétition, ben, il se peut également que ce petit détail fasse en sorte que, disons que ce que le patient va interpréter ne soit pas optimal. Donc, soyez assidus face à ça. L'ambiance et l'odeur du bureau également, ça va de soi, vous me direz, mais encore une fois, à cause du laboratoire parfois et des produits chimiques utilisés, il peut y avoir certaines odeurs. Donc, c'est important de faire attention à ça et de faire en sorte que l'ambiance et l'expérience que le patient entre dans votre bureau soit unique et exceptionnelle. On parlait tout à l'heure de profil de personnalité. C'est bien beau de se pencher sur le patient qui est devant nous, mais vous êtes-vous déjà penché sur votre propre personne? On essaie de décoder les autres, mais il faudrait d'abord, je pense, commencer par se poser la question, moi, à quel profil de personnalité j'appartiens? Encore une fois, pour ceux qui ne sont pas totalement à l'aise avec ces termes ou ce sujet, il y a beaucoup d'informations, que ce soit sur Wikipédia ou sur Internet, qui vont vous permettre d'en apprendre davantage. Mais globalement, la plupart des gens, pour ne pas dire l'ensemble de la population, est divisé en 4 grandes catégories de personnalités. Alors, c'est important de savoir qui vous êtes et ensuite, vous serez en mesure de décoder avec qui vous faites affaire. Parce que vous n'aurez pas nécessairement le même discours et la même attitude avec un patient qui est, par exemple, analytique, qui analyse tout à la lettre, exemple, l'ingénieur, que quelqu'un qui est directif et qui veut des réponses et des solutions right now. Pas de discussion, pas de flafla, on veut du point A au point B. Alors, le discours va être adapté. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas familier avec ce sujet-là, vous ne serez pas en mesure de bien cerner votre interlocuteur et votre patient, et donc vous allez manquer une occasion en or. Donc, de grâce, allez chercher l'information et un petit peu d'introspection, encore une fois, face au profil de personnalité.
Quatrième petite suggestion, avec vos nouveaux patients. Je suggère, et encore une fois, c'est une suggestion, trouvez votre phrase d'accueil. Quand le patient s'assoit dans votre chaise, est-ce que vous avez une façon de le faire sentir spécial? Personnellement, j'aime bien la phrase suivante. Par exemple, Monsieur Boivin, vous me faites l'honneur de votre visite aujourd'hui. J'en suis très heureux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Donc, je signale au patient qu'il est spécial. Je sous-entends qu'il aurait probablement le choix entre plusieurs intervenants, plusieurs professionnels, mais il a choisi de venir nous voir. Il n'est pas dit qu'il va conclure avec nous, mais il est quand même au courant que je lui suis reconnaissant. Donc, je pense que c'est important. Trouvez la phrase qui vous démarque, trouvez la phrase qui fait en sorte que votre patient va se sentir exceptionnel dans votre entreprise. Et finalement, très important cette cinquième suggestion, quand vous êtes en consultation, vous expliquez parfois des solutions ou vous expliquez parfois des problèmes. Ayez à portée de la main du support visuel. Que ce soit les plaquettes de résorption au niveau des mandibules ou des maxillaires, la plupart d'entre vous savent de quoi je parle, et ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à me contacter, je vous en ferai part, mais ce sont essentiellement des modèles qui démontrent la résorption de la mâchoire inférieure et supérieure avec les années. Petite plaquette, très simple à manipuler, que vous pouvez montrer au patient. Le patient le voit, donc comprend davantage. Que ce soit des pamphlets, certains vont utiliser des modèles, très important les modèles, pour montrer, exemple, la position des implants, comment ça s'attache une prothèse sur implant. Avec le modèle, le patient peut jouer avec, très, très concret. Certains vont utiliser le iPad ou les tablettes pour montrer des photos, des images. Alors, de grâce, munissez-vous de ce support visuel. Il y en a beaucoup qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent. Ça implique également un investissement, mais c'est essentiel. Cet investissement-là va vous rapporter beaucoup, ça vaut vraiment la peine. Et également, parallèlement à ça, dans votre salle d'attente, soyez alerte face à ce qui traîne comme revue, comme magazine, pour la lecture des patients. Soyez certain qu'il y a de la lecture informative qui a rapport avec votre entreprise, avec votre bureau, avec ce que vous offrez, et non pas seulement des revues qui parlent de motoneige et de 4 roues. Patrice? Oui, monsieur. 85% sont les statistiques. 85% des décisions des patients sont appuyées par un support visuel. 85%. C'est beaucoup quand même. Énorme, énorme. Alors voilà, ça conclut notre webinaire et ce que j'aimerais vous dire en conclusion, donc, beaucoup de compétitions existent. Les offres de services sont multiples. Donc, je vous souhaite de demeurer informé, mais surtout de trouver à travers tout ça la touche qui va vous démarquer, qui va faire en sorte que les patients vont vouloir aller vous voir, vous, et comme on le mentionnait tout à l'heure, que l'expérience patient dans votre bureau soit exceptionnelle. Important, 5 mots d'ordre, sympathique, cultivez votre compétence, l'intuition est quelque chose qu'il faut suivre, vous en avez une, souvent on se dit, j'aurais dû suivre davantage mon intuition, sachez l'écouter. L'intégrité et l'authenticité au niveau de la pratique, ça ne peut que générer de bons résultats. Rappelez-vous aussi que les amateurs réduisent leur prix, mais les vrais professionnels augmentent leur valeur. Sur ce, un gros merci d'avoir assisté. Je vous donne un rendez-vous à ne pas manquer. Le 22 janvier 2016, entre midi et 13h, nous aurons l'honneur d'avoir Sonia Bouchard qui va nous entretenir sur quels réseaux sociaux utiliser pour promouvoir sa clinique. Alors, dans cette ère, en 2015-2016, où les médias sociaux ont une importance capitale dans le développement de votre entreprise, Sonia est là et c'est une experte qui va pouvoir vraiment donner des points importants si vous voulez cultiver votre image, si vous voulez vraiment vous retrouver à travers tous ces médias et vraiment accéder à une image de marque. Donc, là-dessus, je vous donne rendez-vous. Ne manquez pas ça, 22 janvier 2016 à midi.